Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde. C'est le rapport annuel de Reporters sans frontières qui le mentionne clairement. La liberté de la presse connaît une situation très grave dans 72 pays, dont la Chine, la Russie, l'Inde, presque tous les pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Amérique centrale, ainsi que les 2/3 des pays d'Afrique. Ce rapport démontre que plus que jamais l'information est un combat et l'engagement en faveur de la liberté une impérieuse nécessité. Les titres de votre 20h. Peut-on penser la politique par la fiction? C'est le débat de votre 20h avec Jean-Luc Juventin et Xavier Affre. La journaliste Caroline Ettori du magazine Parole de Corse nous propose le portrait du chirurgien Laurent Lantière. Accueillons la journaliste Caroline Ettori. Bonsoir Caro. Bonsoir Philippe, ça va? Comment vas-tu? Bien et toi? Alors je le répète, à chaque fois que tu es là, nous retrouvons ta plume dans le magazine Parole de Corse et nous pouvons t'écouter également sur Corsica Radio. Ce soir, tu nous proposes le portrait du chirurgien Laurent Lantière, pionnier de la greffe totale du visage. Oui, effectivement, un personnage assez fascinant qui a toujours su qu'il voulait devenir médecin. Le chirurgien, c'est venu un petit peu plus tard. Il est en 4e année de médecine. Quand il fait un stage à l'hôpital Boucicaut, à Paris, il rencontre le professeur Villain, et là, donc spécialiste de la main. Et là, révélation, il se dit qu'il va aller dans cette voie de la chirurgie d'exception et de minutie, la chirurgie esthétique, mais aussi et surtout la chirurgie réparatrice. Alors, ce qui est intéressant dans le papier publié dans Parole de Corse, signé Karine Casalt, oui. Ce qui ressort en tout cas, c'est que c'est un véritable passionné oui. par l'exercice de sa profession. Hein. Oui, alors c'est la passion, je disais, de la haute chirurgie, c'est ça. Et puis, il a même transformé sa passion en transmission puisqu'il est professeur en chirurgie. Ça veut dire qu'il enseigne. Il n'y a pas simplement que la pratique, il enseigne tout son savoir. Il y a cette formule dans l'article, c'est l'esprit qui guide la main. C'est ce qu'il dit, oui, Laurent Lantière. Effectivement. Alors, même s'il repousse sans cesse les limites de son art et de l'exercice, il n'est pas question de jouer aux apprentis sorciers. Hein. Oui. Avant de passer à la pratique, on théorise beaucoup. Donc c'est beaucoup d'études, de recherches, de collaborations scientifiques avec des professeurs venus du monde entier pour arriver à quelque chose d'assez sûr pour les patients. Alors pour les néophytes comme moi, on a l'impression, on a le sentiment en tout cas que la chirurgie, la haute chirurgie comme tu l'as signalé, c'est froid, glacial même. Mais il dit quelque chose de très intéressant, il parle d'empathie. Oui. C'est assez rare, enfin je crois savoir, c'est assez rare chez les chirurgiens. Oui, et c'est justement tout ce qui fait le charme en fait du personnage. Il part du principe que, enfin, il le dit, de toute façon, le premier principe en médecine, c'est de ne pas nuire aux patients. Lui, il va plus loin, encore une fois. Il veut leur offrir une qualité de vie qu'ils ont perdue, un confort. Et là, c'est moi qui le dis, avec tous les guillemets du monde, une certaine normalité, voire même un anonymat. Puisque ces personnes sont souvent dévisagées ou regardées avec insistance et curiosité. Donc, ils n'aspirent qu'à une chose, à passer plus inaperçu, et il leur offre ça. Aujourd'hui, il pratique sa médecine aux États-Unis. Pourquoi ? Alors, c'est assez complexe. Hein. Il a un lien particulier avec les États-Unis, puisqu'il a vécu 1 an adolescent en famille, puis il est retourné dans le cadre de ses recherches et de ses études. Et là, il opère de manière ponctuelle, tout simplement parce qu'en France, il n'est plus en mesure de pratiquer ces interventions-là, parce que ces chirurgies sont jugées trop coûteuses. Il n'y a pas assez d'argent. Donc, récemment, il a opéré une patiente française à Philadelphie. Il a greffé 2 mains, puisque cette patiente ne pouvait pas être prise en charge en France. Et c'est une équipe américaine qui l'a recueillie. Voilà, il y a quelques jours, France 3 a diffusé l'émission de notre confrère Luc Mondologne avec ou sans filtre. Il était l'invité, Laurent Lantière, de Luc. Ce qui était frappant dans cette émission, c'est quelqu'un qui aime profondément la Corse. Hein.
Oui, il le dit, c'est sa toute petite enfance. Il est là, il est venu tous les ans passer ses étés de 0 à 14 ans chez ses grands-parents, au 41 cours Napoléon, voilà. Et puis c'était le matin à la plage, l'après-midi la sieste, de très très beaux souvenirs, en tout cas, qu'il garde de la Corse. Il y revient très régulièrement. Alors je le dis aux téléspectateurs, ceux qui ont raté l'émission de Luc peuvent la revoir sur la chaîne YouTube de France 3 Viasté. Le portrait, il est signé Karine Casalt et c'est dans Paroles de Corse de ce mois-ci. Merci beaucoup Caroline pour ce focus sur ce grand chirurgien Laurent Lantière. Alors ce soir, nous interrogeons la représentation du politique dans la fiction et particulièrement au cinéma et dans les séries. Peut-on penser la politique par la fiction? C'est le débat de votre 20h, c'est le point de vue de votre 20h avec nos deux cinéphiles Jean-Luc Juventin et Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Jean-Luc Juventin sur ma gauche, Xavier Affre sur ma droite. Ça vous plaît ça? Oui, toujours. Alors pour initier notre conversation, j'aimerais vous lire ces quelques lignes du sociologue Michel Viorca. La fiction permet de prendre de la distance, du recul, de dire le vrai, même si les événements sont fictifs, de rendre compte de logiques profondes qui travaillent la société et ses acteurs. Xavier, quelques mots sur ces mots de Michel Viorca. C'est clair que ça rejoint un petit peu ce qu'avait déjà dit il y a quelques années, puisqu'il est aussi historien, Michel Viorca, ce qu'avait dit Marc Ferraud, qui est un des spécialistes de l'analyse des films, qui disait que le film est le produit de son époque. Donc c'est toujours intéressant d'analyser un film, de regarder ce que dit un film, parce qu'on apprend beaucoup de choses, quand même il s'agit de fiction, je ne parle pas de documentaire. On apprend effectivement pas mal de choses sur l'époque à laquelle a été construit le film. Et puis c'est ce que dit Michel Viorca, c'est-à-dire que la fiction, on pourrait penser que quand on met en fiction, on s'écarte de la réalité. Et parfois, dans certains films, on en apprend beaucoup plus que si on avait eu un documentaire. Et on s'approche beaucoup plus de la réalité. Mais on peut aussi aller à l'encontre de cette phrase en disant aussi qu'il y a des limites à la fiction. Et que tout mettre en fiction, parfois, ça peut poser certaines questions, certains problèmes. Mais on est là pour ça, donc... Jean-Luc ? Oui, je rejoins l'idée de Xavier. C'est vrai que la politique, le cinéma a toujours engendré des événements, des éléments liés à la politique. C'est pas d'aujourd'hui, et je pense qu'on en discutera tout à l'heure avec Xavier. Et c'est vrai que ce qui est intéressant depuis maintenant ces dernières années, c'est qu'il y a en effet des films qui sont vraiment liés sur la politique. Ouais, voilà. Ouais, c'est la materia prima, la politique maintenant de quelques cinéastes français notamment, et c'est rare, il faut le souligner, c'était plutôt des thématiques traitées par le cinéma américain. Mais justement, nous allons rester sur le cinéma français et on va faire un sacré retour en arrière, un bond dans l'histoire. Je voudrais évoquer avec vous Le Président d'Henri Verneuil avec Jean Gabin, 1961, la date de sortie, qui est adapté de Simenon, livre écrit, enfin en tout cas publié en 1958, fiction où l'on évoque déjà l'Union nationale. À cette époque, il faut se rappeler le moment, la crise de mai 68 allait poindre quelques années plus tard. Nous sommes en 58 et ça marque l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir dans ce contexte incroyable d'union nationale. Crise des institutions, crise du politique, manque de confiance dans la représentation politique, dans la représentation des élus. Le général de Gaulle arrive au pouvoir, 1958, et il y a ce film qui, quelques années, il y a le livre de Simenon, et quelques années après, il y a le film qui sort sur les écrans. Ah oui, alors le reflet d'une société. Vous l'avez rappelé, mai 58, c'est même ce que certains historiens appellent le coup d'État démocratique du général de Gaulle, la figure du sauveur. Certains ont parlé de coup d'État. Oui, et la figure démocratique, je précise. Et d'autres ont utilisé après coup d'État. Alors moi, c'est une autre histoire. La figure du sauveur aussi, c'est un peu ce que montrait le film aussi, qui parle effectivement d'union nationale et peut-être du regroupement de toutes les forces politiques quand le pays est en crise, ce qu'a déjà incarné le général de Gaulle, même avant 58, en 45, 46. Dans le gouvernement de la 4e République. Donc le film, sans être en avance, effectivement, il faut comprendre que le film est aussi un élément qui permet de mettre en exergue un contexte. Alors parfois certains films sont très en avance, c'est-à-dire que quand on les voit on se dit c'est impossible et puis 30 ans après finalement on donne raison aux cinéastes qui avaient déjà envisagé certains problèmes. Et puis certains films prennent, retranscrivent une atmosphère, c'est un peu le cas du Président de Verneuil, avec quand même ce côté gouléant de Jean Gabin. Voilà, on est quand même dans un film là pour le coup, avec un contexte intéressant, mais bon,
Je n'utiliserai pas le mot film historique à 100%. Intéressant de voir, juste pour l'anecdote de l'historien, de voir que De Gaulle arrive en 58 avec une crise des institutions et part en 68, enfin, en tout cas, et la cause de mai 68, crise de la jeunesse. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Xavier. Voilà. Non, parce que c'est vrai que... Merci de m'avoir invité. Non, c'est vrai que je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est vrai qu'on est dans une période qui est quand même relativement compliquée. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est de revoir certaines scènes qui aujourd'hui, à la rigueur, sont relativement banales. Les journalistes qui sont derrière les grilles, qui attendent une décision, etc. Aujourd'hui, on est dans cette logique-là. On va même plus loin, puisqu'on a Internet, etc. Donc c'est vrai que le fait de le revoir, et puis moi, c'est vrai que je suis bercé aussi par le noir et blanc. Voilà. Et donc, c'est un film, je pense, qu'il faudrait pouvoir remontrer. Et je pense que certains politiciens feraient bien aussi de s'en inspirer. Exactement. Autre film. Le film est intéressant sur la figure présidentielle, sur le portrait de Jean Gabin. Voilà. Sur la figure présidentielle. Il y en a très peu en France, finalement, où tomber dans la caricature, ce qu'avait fait Xavier Duringer dans La Conquête. Et nous allons l'évoquer, La Conquête, ne vous inquiétez pas en fin d'émission. Autre film, cette fois-ci, où l'on lit la politique et l'espoir. Mr. Smith au Sénat, de Capra, une vision, je l'ai dit, de l'espoir de la politique. Nous sommes en 1940, au moment de la sortie du film. Le président Franklin Roosevelt est au pouvoir. Oui, alors là aussi, il faut aimer, on peut ne pas aimer. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Capra, qui est à redécouvrir parce qu'il a fait des films assez extraordinaires. Celui-là en est un. Avec encore, alors on est vraiment là peut-être dans un cinéaste dont un des héritiers, peut-être, ça va choquer ce que je vais dire, mais est Clint Eastwood sur l'individualisme. Parce que Capra, c'est un cinéma généreux. Xavier qui nous dit que Clint Eastwood est l'héritier de Frank Capra. Dans les thèmes abordés, parce qu'en fait, quand on parle de Clint Eastwood et donc de Capra, j'y reviens, on dit souvent la position politique de Clint Eastwood est détestable, c'est vrai, mais quand on voit ces films, il y a beaucoup d'humanisme. Or, le mot qui me vient à l'esprit quand je parle de Capra, c'est humanisme et générosité. Puis cette idée encore qu'un individu, c'est très fort aux États-Unis, Clint Eastwood, il le reprend souvent, un individu peut essayer de faire évoluer le système et peut s'opposer à la bureaucratie et aux institutions, ce que fait ce sénateur joué par James Stewart, qui à un moment donné prend conscience de ce qui se passe aux États-Unis, de la corruption, et s'oppose à lui tout seul à la corruption. Ce qui en fait aussi un cinéma idéaliste. Parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, évidemment. Jean-Luc ? Oui, on est dans le système Hollywood, c'est-à-dire qu'on va faire passer des messages à travers cette réalisation. Je pense que c'est peut-être pas forcément un des meilleurs films que j'ai vus, oui. Pas un des meilleurs Frank Capra. Mais je l'ai choisi, alors pour être clair avec vous, je l'ai choisi aussi parce que, encore une fois, on a essayé dans cette émission de lier fiction et politique. Nous sommes en 1900, je l'ai dit, en 1940. Là aussi, il y a une crise morale aux États-Unis. En 1940, il y a une très grosse crise morale. Les citoyens n'ont plus confiance en la parole politique. D'ailleurs, Roosevelt arrive au pouvoir sur ce message-là. Et concomitamment, il y a ce film de Capra qui sort, ce film qui essaye de redonner espoir à la parole politique. En ce sens-là, trouvez-vous intéressant que le cinéma soit anticipe, soit reflète réellement la réalité du moment ? Pour moi, ça me paraît essentiel quand on va au cinéma ou quand on voit n'importe quel film. D'ailleurs, c'est valable pour n'importe quel film, je précise. C'est un discours que j'ai souvent, même devant les élèves qui parfois sont étonnés, y compris les énormes films, et certains blockbusters. Je vais en citer un comme ça, parce qu'il me vient en tête, 2012, par exemple, qui aborde des thématiques assez précises. Du très grand Roland Emmerich. Du très grand Roland Emmerich, mais qui a le mérite d'exister. Moi, je ne vais pas défendre Roland Emmerich ici, évidemment, donc je crois que c'est normal que le cinéma reflète les préoccupations des gens et puis soit un reflet de la société. C'est ça aussi. Et encore plus, le cinéma, vraiment, le film reflète j'allais dire, même s'il évoque le futur, il reflète surtout la période à laquelle il est fait. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire qu'un film de science-fiction aux années 70 n'aura rien à voir avec un film de science-fiction actuel, les préoccupations n'étant pas les mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, tu as raison. Et l'image aussi, l'image change. C'est-à-dire qu'on est en 40, donc on n'a pas les mêmes moyens techniques, technologiques qui font que, voilà.
Mais c'est intéressant aussi quand ce film-là, par exemple, il est projeté dans les écoles aujourd'hui, c'est que justement il y a des interrogations parce que j'estime que l'individu a un cerveau, il est capable de réfléchir et qu'à 40, on a envie de montrer quelque chose qui est pas forcément cette réalité. Voilà. Et donc ces images peuvent être derrière ça exploitées, mal montrées, mais c'est important, si vous voulez, de pouvoir justement par rapport à cette gestion des images, de pouvoir réfléchir. Voilà. Alors, si on devait donner, alors là, c'est un terreau surprise, si on devait donner une définition au film politique, selon vous, essayez-vous à une définition. Alors, c'est pas simple, hein. Je dirais, parce que j'aurais tendance à dire que tout cinéma est politique, mais bon, c'est mon credo. Mais non, c'est un cinéma qui s'intéresse aux préoccupations de la société, qui est un reflet de la société, ça, on l'a dit aussi, puis qui aborde des questions qui concernent tout le monde. En fait, il faudrait qu'on se mette d'accord sur la définition de politique. Pour certains historiens, c'est ce qu'ont en commun les hommes, donc ça peut être très vaste. C'est pour ça que je dis que tout film est politique, finalement. Une comédie avec clavier, la fameuse comédie dont j'oublie le titre, où il y a le bon Dieu dedans, c'est un film, entre guillemets, politique, puisqu'on aborde le vivre ensemble. Donc si on se met d'accord sur ce qu'est politique, même la différence entre le politique et la politique... On me l'a soufflé dans l'oreillette. Voilà, qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu ? C'est une question qu'a posée Christian Clavier quand il joue dans ses films. Non, mais... Voilà, tout est politique, donc à partir de là, c'est difficile à définir. Hein. C'est vraiment une colle. Oui, bon, tu as cité quelques films, quelques téléfilms, si tu veux. Plus belle la vie, pour moi, c'est un téléfilm politique parce qu'il est à la réalité. C'est-à-dire qu'il est écrit en fonction aussi des moments, des événements. Et donc, c'est en effet quelque chose de politique. Ouais. Camping, c'est politique. On a ce patron, chef d'entreprise, qui arrive dans un camping. Il n'a pas du tout les mêmes repères que quelqu'un qui a l'habitude, justement, de vivre en tente et autres. Donc voilà, et je suis d'accord aussi avec vous, Philippe, la politique ou le politique, puisque c'est pas du tout la même chose. Mais ça serait qui donne à voir des représentations de la société. Des représentations du réel. Voilà, après c'est de la sémantique, hein. Cinéma, politique, engagé, bon. Clair que là, Plus belle la vie, en cinéma engagé. Non, mais par contre, il n'y a pas de combat, mais c'est vrai que c'est dans la mesure où ça montre quelque chose de la société à un instant précis. Une des premières séries françaises, c'est sur France Télévisions, le service public, une des premières séries françaises à avoir évoqué l'homosexualité, notamment, le mariage gay, etc. On va passer aux années 70. Et là, vraiment, on entre clairement dans une période sombre, paranoïaque également dans le cinéma américain. Elle est très intéressante de ce point de vue-là. C'est vraiment l'âge d'or du cinéma dit politique, du cinéma engagé. On va citer plusieurs exemples, dont notamment Voter McKay de Michael Ritchie en 1971. Souvenez-vous, Nixon est au pouvoir et c'est un film sur la communication politique. Oui, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, on en avait déjà parlé ici. Hein. C'est un film très très intéressant sur l'univers de la politique et surtout sur la préparation d'une campagne. C'est très désabusé comme film, hein. C'est assez sombre. Et on l'avait dit, les années 70, c'est l'après 68, année de contestation. En même temps, l'émergence du nouvel Hollywood. Donc tout ça fait que les films On va rappeler le nouvel Hollywood. Oui, alors le nouvel Hollywood, c'est l'arrivée de jeunes cinéastes, en plus c'était Scorsese, Coppola, De Palma, George Lucas aussi. On peut même mettre Star Wars dans les années 70 aussi. Donc c'est vraiment cette période de cinéma de la contestation, où là, vraiment, on est dans le dur. Hein. Les hommes du président, on pourrait citer aussi d'Alan Pakula, sur le scandale du Watergate. Là, c'est une perte de confiance aussi, une perte des repères dans l'Amérique des années 70, qui est en crise. Ah, c'est une crise majeure, là encore. Vous avez parlé des années 40, mais 70, c'est le cas. Hein. Nixon, on rappelle, la démission de Nixon. C'était probablement jamais arrivé, ou il y a très très longtemps aux États-Unis. Donc c'est vraiment, là, le Vietnam, tout ça apporte un cinéma de la contestation, et le cinéma est le vecteur de la contestation et de la politique contestataire, du coup, aux États-Unis et ailleurs. Oui, c'est une autre image et une autre période. Et comme tu le disais, c'est vrai que les événements sont relativement compliqués pour les États-Unis, le Vietnam et tous les problèmes en interne. Et c'est vrai que cette période amène un changement aussi au niveau filmique. Voilà. Et dans les années futures, je pense que, dans les années qui se sont succédées, ça a été à un moment donné ce déclencheur qui a fait qu'on est reparti sur un autre mode de fiction et de cinéma. La représentation du président, elle est intéressante dans ces années-là. On l'a dit, c'est Nixon. Alors Nixon, le Watergate, la guerre du Vietnam, des conflits sociaux terribles aux États-Unis dans les années 70. Les inégalités se sont accrues, ont été de plus en plus fortes, délitement du lien social. Là, encore une fois, ce qui est intéressant d'observer, c'est que les cinéastes s'emparent de ces problématiques-là quand à la tête, quand le chef, quand le président est vraiment source de conflits sociaux. Hein. C'est ça qui est intéressant. Hein.
C'est-à-dire que là, le cinéma, du coup, épouse le réel. Épouse l'époque. Exactement là. Et puis, s'appuie aussi sur peut-être la peur des gens, les fantasmes, la contestation. Et vraiment vecteur là, idéologique, dans le bon sens du terme, mais vecteur idéologique, c'est-à-dire qu'on va retrouver la contestation dans les films qu'on retrouve dans la rue, parfois. Donc les films, c'est l'époque aussi des films assez rageurs, même certains films de De Palma, quand on prend Greetings avec Robert De Niro, c'est des films extrêmement durs, avec souvent, chez De Palma c'est le cas, la référence à l'assassinat de Kennedy aussi, l'assassinat de Martin Luther King. D'ailleurs, parce qu'on parle de cinéma politique, j'invite les téléspectateurs à voir, parce qu'il est encore disponible sur Arte, vous savez, sur les replays, Je ne suis pas votre nègre, un excellent documentaire justement sur la question raciale, et on est en plein dedans, signé Raoul Peck, qui sortira en salle et qui devrait sortir du 10 mai. Voilà, et c'est un documentaire extraordinaire et un cinéma engagé pour le coup, vraiment très engagé, mais éclairant sur l'histoire des États-Unis et la question raciale dans les années 60-70. La question raciale, la question de l'homosexualité, notamment. On va être beaucoup plus contemporain et s'intéresser au cinéma, notamment français. Vous l'avez évoqué un petit peu, Xavier, le film La Conquête de Xavier Duringer sur Nicolas Sarkozy, en tout cas la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, la conquête du pouvoir. Là, encore une fois, c'est la communication politique qui est analysée. Alors, c'est à mi-chemin entre la satire, le film politique, la comédie. Finalement, c'est tout Nicolas Sarkozy qui est représenté dans ce film. Oui, mais avec un film qui, pour moi, est raté. Parce que, on l'annonçait comme un film finalement anti-Sarkozy, ce qu'il n'est pas, au demeurant. Ça pourrait être une espèce de photographie d'une campagne, et bon, ça l'est, mais je dis, les personnages sont parfois caricaturaux. C'était difficile de représenter ce moment, et puis je trouve que ça, peut-être on manque de recul, mais c'est intéressant pour la Français, parce que les Américains qui, eux, traitent des sujets politiques dans l'immédiateté, c'est rare dans le cinéma français. Là, c'était un peu une première, parce que bon, le film est sorti, je ne sais même pas si Nicolas Sarkozy était encore président, peut-être, oui, il est encore président, donc voilà, c'est vraiment... C'est vraiment à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. C'est vraiment intéressant. Je disais raté parce que dans le sens où finalement, moi je lui préfère par exemple un film qui est à peu près sorti quelques années après ou peu préparé, c'est Exercice de l'État de Pierre Scheller, qui est autrement plus intéressant. Parce que là du coup c'est pas la politique spectacle. Jean-Luc ? Non, c'est vrai que c'est une autre approche. C'est-à-dire que là on est plus dans justement le quotidien d'un homme politique à travers ses déplacements, à travers le Sénat et la députation. C'est vrai que c'est quand même relativement complètement différent. Par rapport aussi à un film, c'est plutôt un documentaire qui avait été fait dans les années 74, qui suivait justement de Raymond Depardon, qui suivait justement Giscard, voilà. Film qui a été interdit, Giscard, lorsqu'il a été élu. Très longtemps. Voilà. Et donc c'est un film aussi, c'est un documentaire où on va suivre cet homme politique. Et c'est vrai qu'encore une fois, l'image est différente. Entre une fiction et un documentaire, on n'est pas du tout pour le spectateur. On est dans cette réflexion, puisque l'individu, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, on le voit à travers l'acteur. Et donc physiquement, ils ne sont pas les mêmes, même si on a essayé de reproduire peut-être un petit peu les mimiques. C'est pas forcément évident de s'identifier au personnage. Il y a aussi en 2012 un documentaire de Serge Moati qui avait suivi les différentes personnes à la présidentielle, qui donnait aussi un autre aspect. Voilà. Mais on est dans une logique de documentaire, donc les personnages, on les connaît, on les voit, mais là on les voit sous un autre visage. Voilà. Alors, nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. Je vais juste conseiller, on peut se le permettre également. Alors, le film n'est pas très bon, mais seulement c'est toujours bien d'aller au cinéma entre les deux tours des élections présidentielles. Le film Chez nous de Lucas Belvaux sur les coulisses d'un parti, le FN. Donc il est encore disponible dans quelques salles. Il est peut-être même disponible sur Internet. Je ne sais pas, enfin moi je suis sur cela aux téléspectateurs. Après vous faites comme vous voulez. Pourquoi pas aller le voir. C'est pas un très bon film, mais ça dit des choses aussi sur le front national notamment. Nous aurions pu parler de la série The West Wing d'Aaron Sorkin dans les années 90 qui relate les coulisses de la présidence des États-Unis de façon très très chirurgicale, mais nous n'en avons pas le temps. Il y a plein de séries. Oui, moi j'ai juste envie de lancer juste une petite idée d'interrogation pour les téléspectateurs. Que ce soit les séries ou les films, il y a plein d'articles qui s'intéressent à ça. On a l'impression parfois que quand c'est joué par un acteur qu'on aime bien, ou un grand acteur, c'est crédible, alors que parfois on se dit mais non, les hommes politiques on n'y croit plus, ils ne sont pas incarnés.
Alors que c'est plus facile pour un téléspectateur de s'identifier à un acteur qui joue un homme politique qu'à un homme politique. Alors, gardez sous le pied, parce que c'est pour les 40 secondes. Comme ça, vous allez pouvoir le mettre. Alors, 40 secondes, peut-on penser la politique par la fiction? Jean-Luc, c'est à vous. Oui. La politique, les cinémas, s'est toujours saisi très, très tôt de ce côté de politique, avec un film que j'invite aussi à regarder sur les serveurs de vidéos. Je pense notamment à l'affaire Dreyfus de Georges Méliès, qui nous ramène en 1899. Donc déjà très tôt, il y avait cet aspect, cette volonté justement de pouvoir générer et montrer cet aspect politique. Le cinéma, on en a discuté, s'est inspiré bien évidemment de ce côté politique, mais il y a un nouveau métier qui est sorti, ce sont les communicants en politique. C'est-à-dire, je connaissais les communicants en communication, etc. Aujourd'hui, il y a des communicants en politique. Donc je pense que quelque part, pendant quelques années encore, ils ont de quoi espérer de pouvoir travailler encore très très longtemps. Les spin doctors, notamment. Xavier, peut-on penser la politique par la fiction? Alors, moi aussi, je veux dire oui, il n'y a pas vraiment d'opposition là-dessus. Si je reprends ce que j'ai dit sur les films et les séries, le film, la série, c'est le produit d'une époque aussi, donc forcément, il y a toujours eu une relation, des fois parfois complexe et tumultueuse, entre la politique et le cinéma. La politique qui se sert du cinéma pour faire passer des idées, le cinéma qui utilise la politique comme décor pour les actions dans le film. Et puis c'est vrai que les séries, les films donnent aussi aux gens des modèles, qu'on le veuille ou non finalement, c'est un peu ça, des modèles, des perceptions un peu différentes de la vie politique. Du coup, je pense que ça influence aussi, même parfois jusqu'au vote, il faut être honnête. Et puis, je terminerai juste sur Star Wars, parce que c'est un peu l'exemple. Allez. Star Wars, c'est un peu ça vous aussi. Vous pouvez même déborder si vous voulez. Non, mais Star Wars, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand on remarque bien, finalement, ça reflète et l'histoire, et puis c'est de la politique, parce qu'on voit le passage de la République à l'Empire. Ouais, et il y a même des professeurs d'histoire qui s'appuient dessus pour étudier ça en troisième. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Les deux C'est clair. 2 secondes, c'était juste par rapport, puisqu'on parlait de cinéma et de fiction, mais il ne faut pas oublier les films d'animation. Il y a aussi des films d'animation très politiques qui permettent de pouvoir montrer d'autres choses. Ils peuvent aller beaucoup plus loin. Vous avez raison. Merci de m'avoir laissé tes 2 secondes. Prochaine fois qu'on se revoit, dans quelques jours, pour un débat autour du Festival de Cannes. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu sur cette question. Peut-on penser la politique par la fiction? Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.